Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Aujourd'hui, 2 mai, veille de la célébration de la liberté de presse, l'information comme bien public est le thème mobilisateur de cette édition. Au Bénin, le ministre de tutelle se réjouit de l'absence de logique meurtrière contre les journalistes. Et puis, retour sur la fête du travail dans ce journal, les échos du 1er mai à l'Assemblée nationale du Bénin, une première pour l'institution dont le président appelle les grâces du ciel sur les travailleurs parlementaires. Relations employeurs étatiques et travailleurs sous le signe de l'espoir, connaître des jours heureux au bout des réformes en cours, tel est l'espoir pendu au bout de l'action syndicale. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Retour dans ce journal sur cette effrayante et inhabituelle saisie au Bénin. 70 000 balles découvertes après un accident de la circulation. En attendant qu'une enquête en révèle les tenants et les aboutissants, le procureur spécial de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en a livré quelques détails à la presse. En voici un substantiel extrait. Vendredi 30 avril 2021, aux environs de 5 h du matin, le commissariat de Gouka a été saisi d'un accident mortel de la circulation qui s'est produit à hauteur du village Agmon, dans l'arrondissement d'Artokolibé, commune de Banté. Les premières constatations ont permis de relever que l'accident s'est produit entre un minibus de marque Mazda, immatriculé BH 0337RB, de couleur rouge, et un bus de marque Renault appartenant à la compagnie coopérative Transport Voyageurs, en abrégé CTV, immatriculé BH 1479RB, sur la route nationale inter-État numéro 3, tronçon Savalou-Banté. Venant de Gouka, le minibus qui roulait certainement à très vive allure en direction de Banté est entré en collision frontale avec le bus qui était en stationnement au bord de la voie. Des 4 occupants du minibus, 2 sont décédés sur le champ et un troisième, le conducteur, a succombé à ses blessures quelques instants plus tard à l'hôpital de zone de Savalou. La fuite du minibus a permis de découvrir qu'il transportait 56 sacs de jute imbibés d'huile rouge. 56 sacs. Cependant, à l'ouverture des sacs, en lieu et place de l'huile rouge, il a été découvert des cartons de munitions de calibre 12 soigneusement emballés. Au décompte, ce minibus transportait 70 000 cartouches de calibre 12. Tout porte à croire que le marquage des sacs à l'huile rouge est destiné à tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité. Le seul rescapé de l'accident dit répondre au nom de Kankalala Aziz, de nationalité togolaise. Il réside à Alédio, au Togo. De ses premières déclarations, il ressort qu'il a l'habitude d'aider le conducteur du minibus, également de nationalité togolaise, à décharger ses marchandises. Cette fois-ci, il aurait été sollicité la veille aux environs de 20 h à Aoro, village situé sur l'axe routier Bassila-Banté, pour aider à décharger la cargaison à Gouka et à Kwasi, dans la commune de Banté. Il précise qu'au moment où il prenait place à bord du véhicule, il s'y trouvait déjà 2 individus
plus le conducteur. Mis au courant de ces événements, j'ai fait ouvrir une enquête en vue d'établir l'origine précise de la cargaison, le lieu de son chargement, le ou les expéditeurs, le ou les destinataires, leur motivation réelle, ainsi que l'usage auquel la cargaison est destinée. Les officiers chargés de cette enquête sont à pied d'œuvre et je garde un contact permanent avec eux. Je rappelle que ces faits interviennent dans un contexte où plusieurs actes de violence, d'attaque et d'agression ont été planifiés pour empêcher l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Certains de ces actes ont malheureusement été mis à exécution et ont engendré de nombreux blessés graves au sein des forces de défense et de sécurité de notre pays, dont certains ont été atteints par des balles de calibre 12 et des armes de guerre dans les localités de Banté, Gouka, Akpassi, Savé, Papané, Tchaoro, Parakou, pour ne citer que celle-là. Il faut rappeler qu'au terme de l'article 161 de notre code pénal, que je cite, constitue un acte de terrorisme l'infraction prévue aux articles 162 et 163 ci-après, qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à l'État et commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement la population ou de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire ou à s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, pervertir les valeurs fondamentales de la société et déstabiliser les structures et ou institutions constitutionnelles, politiques, économiques, sociales de la nation. L'article 162 du même code précise constitue aux conditions prévues à l'article 161 ci-dessus un acte de terrorisme, l'atteinte volontaire à la sécurité intérieure et ou extérieure de l'État, l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, la mise au point, la fabrication, le transport et la mise en circulation, et nous avons souligné, ou l'utilisation illégale d'armes, d'explosifs, de munitions, de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide de telles substances. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus en plus d'informations sur l'évolution de cette enquête. Liberté de la presse si malmenée, liberté de la presse porteuse d'un bien pourtant si recherché, l'information. L'information comme bien public, tel est le thème mobilisateur de la célébration de cette année. On le sait, partout sur la planète, la quête de l'information, la vraie, est souvent périlleuse pour des journalistes au bout de leur liberté. Le ministre béninois, quant à lui, le ministre de la Communication, bien sûr, se réjouit pour sa part qu'au Bénin, les journalistes ne soient pas objets de massacres comme dans d'autres pays. Voici un extrait de son message. Demain, 3 mai 2021, le monde entier célèbre la 28e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À l'occasion de cette importante journée initiée par l'UNESCO pour célébrer la liberté de la presse et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession ou qui ont été victimes de différentes violences, je me fais, une fois encore, l'heureux devoir de saluer avec beaucoup d'admiration les professionnels des médias de mon pays en signe de reconnaissance de la qualité de leur contribution à la construction d'un État de droit et de la démocratie chez nous, au Bénin. Reporters sans frontières a fait connaître son classement au titre de l'année 2021 et a positionné notre pays au 114e rang. Ce rang est un appel renouvelé lancé à notre pays à ne pas relâcher ses efforts et à redoubler d'ardeur pour la liberté de la presse, qui est une quête permanente. Le gouvernement en prend acte. Je voudrais cependant me réjouir, cette année encore, de ce que mon pays n'a pas été épinglé comme un pays dans lequel les journalistes sont tués ou assassinés. Je suis aussi conscient que beaucoup d'efforts restent à faire et que nous devons effectivement redoubler d'ardeur. Il ne peut en être autrement, car le gouvernement et le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon,
ont fait le pari de renforcer la démocratie et l'état de droit au Bénin. À cet effet, à la suite du Code de l'information et de la communication, ils se sont engagés dans le programme d'action du gouvernement, dans le domaine des médias, grand indicateur de la démocratie, à assurer la liberté de la presse et l'accès équitable de tous aux organes de presse. Cette ambition est parfaitement en harmonie avec le thème retenu par l'UNESCO cette année, à savoir l'information comme bien public. Par ce thème, l'UNESCO appelle l'attention sur la façon dont le journaliste dépend de l'écosystème plus large qui permet à l'information de devenir un bien public. Il me paraît aussi établi que ce thème voudrait s'intéresser à la responsabilité sociale du journaliste et interroger la pratique du métier aujourd'hui et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la production et la circulation de contenu. Je ne saurais terminer sans saisir cette merveilleuse occasion pour féliciter et remercier toute la presse de mon pays, toutes catégories confondues, pour son comportement exemplaire au cours de l'élection présidentielle et surtout pour la qualité de ses productions sur la période. Le gouvernement prendra toutes les dispositions requises pour jouer sa partition afin de garantir à toute personne l'accès aux sources d'information, notamment publiques. C'est à l'honneur du ministre de tutelle de féliciter donc la presse béninoise. C'est un signe pour espérer que le Bénin grimpe sur des rangs plus honorables en matière de liberté de la presse. On change de registre et on revient sur les festivités de la célébration de la fête du travail. 1er mai inédit au Parlement béninois. L'événement est aussi rare pour qu'on y retourne. En effet, pour la première fois de l'histoire de l'institution, le président de l'Assemblée nationale est allé en personne honorer les festivités des travailleurs parlementaires avec un message plein de grâce, nous dit Guillaume Vienno. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéonou-Vlavonou, vient fêter le 1er mai avec les travailleurs de l'institution. Une première dans l'histoire du Parlement placée sous le thème sensibilisation et appropriation du régime béninois de la sécurité sociale par la communauté parlementaire. Un thème décliné en plusieurs sous-thèmes à travers des communications présentées par des experts du monde du travail. Après avoir rappelé les efforts accomplis en faveur des travailleurs par l'administration Vlavonou, le représentant de ceux-ci expose quelques doléances. Il s'agit notamment de paiement selon une programmation retenue de commun accord des moyens perçus découlant des avancements de l'année 2019 et du reclassement de l'année 2017, de la mise en place de la commission d'avancement pour le compte de l'année 2020, du paiement à la CNSS des prélèvements de novembre et décembre 2018, ainsi que ceux des 4 premiers mois de l'année 2019. La liste n'est pas exhaustive. De son côté, après avoir plongé l'assistance dans l'historique du 1er mai avec une reprise en chœur de l'Internationale socialiste, l'ex-secrétaire général du syndicat des douanes du Bénin, passé député puis président de l'Assemblée nationale, en recevant le cahier des doléances du personnel du Parlement, l'employeur a souhaité que Dieu occupe une place prépondérante dans la vie des travailleurs de l'Assemblée nationale. Au-delà des revendications, c'est d'abord une grâce par rapport à tout ce qui a été dit, toutes les panoplies de doléances contenues dans le cahier que vous venez de lire, Monsieur le secrétaire général. Toutes ces doléances ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Le 1er mai au Parlement s'est achevé autour d'agapes sérieuses, loin des objectifs des caméras. De l'espoir soulevé par le président du Parlement béninois aux travailleurs parlementaires, on en vient aux espoirs des travailleurs sous les réformes du gouvernement. Depuis environ 5 ans, ils vivent les réformes avec un nouvel état d'esprit. Ils voudraient croire sous le vent de la rupture en l'avènement par l'action syndicale de meilleures conditions de vie et de travail. Quelques représentants de travailleurs rencontrés par Marcel Arrossi lui ont confié leurs espérances. On suit.
On dit, c'est seul celui qui a perdu l'espoir, tout perdu. Donc nous sommes là, nous devons garder espoir et espérer aussi, puisqu'on a écouté, vous savez, en tant que syndicat, on est appelé à voir un peu comment les choses évoluent. Nous espérons que le gouvernement, après la mise en place des réformes, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on nous a expliqué la difficulté qu'on a pu avoir, nous espérons que maintenant, même le chef de l'État, je crois le président de la République, quand je l'ai écouté, après, en tout cas lors des campagnes, on va desserrer les ceintures, disons. Nous-mêmes, nous restons dans cet espoir. Les perspectives, elles pourraient être heureuses si le chef d'État venait, le pouvoir du président Talon, tenait sa parole, parce qu'on a dit que le second mandat est placé sous le signe du social. On a dit le développement, ça y est. C'est ça que le président et le Talon et, n'est-ce pas, sa colistière ont, en sillonnant tout le Bénin, ont, n'est-ce pas, évoqué, c'est du reste leur thème de campagne. On espère que le développement, là, que ça vienne aussi dans les poches des travailleurs, parce que les poches des travailleurs sont sous-développées. On ne demande pas au bon Dieu sa barbe, parce qu'on connaît aussi les réalités d'autres pays, mais en même temps, on souhaite vraiment que le pouvoir du président Talon fasse un effort pour que nos salaires là, puissent connaître une augmentation, pour que le SMIC puisse, n'est-ce pas, aussi connaître une augmentation, qu'on hiérarchise aussi les salaires. C'est notre souci aujourd'hui, c'est le souci de tous les travailleurs. Et on espère qu'avec l'avènement du gouvernement de Talon 2, eh bien, on prendra les dispositions pour que on se sente mieux dans notre chair, dans notre peau, au travail. Parce que ceux qui produisent la richesse, ceux qui créent, qui sont au cœur, n'est-ce pas, de la création de la richesse, eh bien, ceux-là doivent quand même se sentir mieux. Vivement que ça change, puisque en 2016, ils nous l'avaient promis. Et nous avons passé 5 années et à constater que des réformes. Le dialogue, je viens de dire, n'a pas fonctionné comme cela se doit. On pourrait dire que, bien qu'ayant pratiqué les politiciens en son temps, avant son arrivée, et que comme il n'était pas au fond, il ne comprenait pas bien, mais après ces 5 années qu'il a eu le temps de bien comprendre et de savoir vraiment de quoi il parle, quand il nous fait des promesses et qu'il pourra les réaliser. Et je crois qu'on peut compter sur lui, c'est lui qui est élu et on ne peut que espérer. On espère que cette fois-ci, bien, ceux qui sont les acteurs, ceux qui sont concernés seront vivement associés aux réformes parce qu'on ne fait pas le bonheur de quelqu'un sans sa volonté. Il faut que les réformes, tout ce que nous faisons, soit porté par la population, par les acteurs et que, bien, quand c'est ensemble que cela est porté, mais il y a moins de problèmes et tout le monde est content. Nous devons également travailler de manière à ce que la représentativité ne soit plus galvaudée. Ceux qui ont la charge de cette représentativité doivent l'assumer au mieux des intérêts des travailleurs. Ça suppose que nous avons fait un vrai débat sur les problèmes qu'il faut régler et la façon de les régler. Et nous nous donnons un agenda, un échéancier qui permet de bien les régler. Eh bien, lendemain qui chante pour les travailleurs béninois, on croise avec eux les doigts. Fête du travail, on y reste avec l'ONG ADECO qui a célébré les artisans à la faveur du 1er mai. L'ADECO, c'est l'Agence pour le développement de l'économie, de la communication et de l'organisation. Hier, sur l'esplanade du stade René Pleven de Cotonou, les acteurs de l'ADECO ont fait une pause bilan pour mieux se projeter vers des horizons plus cléments, notamment, entre autres, pour les artisans. Reportage, Maxi Agbla, Rodrigue Blondoumain. Les artisans réunis au sein de l'ONG Club Excellence ADECO ont marqué une pause à l'occasion de la fête du travail pour se retrouver et faire l'inventaire des actions menées pour la promotion de l'artisanat au Bénin et dans la sous-région. Grâce à votre engagement et surtout à votre détermination, la plateforme de communication du réseau des artisans dispose aujourd'hui, en dehors de sa coordination nationale, de relais au niveau de tous les départements, communes, arrondissements, voire quartiers de nos villes. Et quand vous êtes investi d'une responsabilité aussi noble que la coordination nationale de la plateforme
de communication d'ADECO Togo, nous comprenons que la seule chose au-delà de tout qui nous doit pas nous quitter, c'est la détermination. C'est l'occasion de rassurer tous les corps de métier que l'ONG ADECO organisera les tout prochains jours des modules spécifiques de formation à leur profit. Inviter tous les artisans qui n'ont pas encore fait leurs adhésions à le faire le plus tôt possible afin de bénéficier de ces nombreux avantages. Le président de l'ONG ADECO a par ailleurs salué le ministre Modeste Kérékou et tout le gouvernement pour leur volonté à promouvoir l'artisanat au Bénin. C'est dans la convivialité et le partage que les membres du groupe ont clôturé cette fête. Le social ne va pas sans la bonne santé de l'économie. On en parle avec le climat des affaires. Il en est question au cœur d'une rencontre entre le groupe de travail du Doing Business et le secteur privé. Dans un after-work, face à des responsables d'entreprise, les experts du groupe Doing Business ont expliqué comment tirer profit des réformes, notamment les facilités énergétiques accordées aux PME et PMI. On s'en imprègne avec Ricardo Luikpekou et Donatien Falola. Rendre compétitif le secteur privé béninois par l'allègement de la procédure de raccordement à l'énergie électrique pour les entreprises, c'est la réforme mise en œuvre à la Société béninoise d'énergie électrique. La question de l'énergie reste une préoccupation du gouvernement du président Patrice Talon. Les principaux points de la réforme ont été exposés au secteur privé par le groupe de travail du Doing Business. Informer les consommateurs, les industriels, les entrepreneurs que vous êtes, que désormais la demande de raccordement à l'électricité à la SB2E se fait en ligne. Dès que vous donnez les informations, vous soumettez votre demande, la SB2E rapidement envoie ses équipes techniques avec celles de Controlec en même temps sur votre lieu, le site de raccordement. Au bout de 14 jours, la SB2E vous répond. Si éventuellement le besoin de puissance est entre 140 et 160 kVA, au lieu de recevoir le devis, vous bénéficierez d'un raccordement gratuit qui est un programme spécial mis en place par le gouvernement pour les petites et moyennes entreprises, pour les petites et moyennes industries. L'autre information essentielle qu'il faille retenir ce soir, c'est l'existence de l'autorité de régulation de l'électricité qui a désormais un contrat, un règlement de service avec la SB2E, ce qui vous permet de veiller, d'assurer en quelque sorte une veille permanente sur les clauses contractuelles que nous autres consommateurs nous avons avec la SB2E. À ces mesures s'ajoute l'établissement d'un règlement de service entre l'autorité de régulation de l'énergie et la Société béninoise d'énergie électrique pour suivre la performance de la SBEE et veiller à la qualité et à la fiabilité du service qu'elle offre. Cette réforme résulte de la volonté manifeste du gouvernement d'élever une grande masse d'entreprises et d'industries béninoises à travers l'amélioration du climat des affaires. Si vous avez des plaintes, vous la déposez à la SBE. Si en 15 jours, la SBE ne vous répond pas, vous vous adressez à l'autorité de régulation de l'électricité qui définitivement essaie d'abord dans un premier temps de concilier les parties. Et si les parties ne s'entendent toujours pas, peut prendre une décision qui s'impose aux deux parties. La transformation structurelle de l'économie passe par la disponibilité de l'énergie électrique, raison pour laquelle elle figure au nombre des axes stratégiques du gouvernement. L'énergie électrique est désormais plus disponible au Bénin depuis que les réformes ont pris corps et le secteur privé se voit donc plus soulagé. Du pain, passons à l'esprit, ou si vous voulez, les deux à la fois. C'est avec MTN Bénin qui colle avec l'ère religieux du temps, le temps du jeûne musulman notamment. La compagnie GSM prête ainsi attention à la communauté musulmane de Porto Novo. À travers des dons, elle leur apporte tout son soutien tout le long de ce jeûne musulman. Guillaume Avienou.
La mosquée centrale de Porto-Novo, aux couleurs de l'opérateur de téléphonie mobile MTN, peu avant la grande prière de ce vendredi. La société est venue soutenir l'effort de carême de la communauté musulmane de la ville en cette période de Ramadan. C'est une période importante pour une communauté aussi importante que la communauté musulmane. Et pour cela, MTN a apporté un certain nombre d'éléments assez symboliques, que sont les nattes, les tapis de prière, les bouilloires, et puis de l'eau pour faciliter cette étape de carême. C'est vraiment assez symbolique juste pour que MTN dise nous sommes avec vous, nous partageons ce moment avec vous. Même si globalement nous ne sommes pas musulmans, on sait que c'est une étape importante de la vie et MTN est à côté de cette communauté pour cette période. Une solidarité avec la communauté musulmane de Porto-Novo en cette période de jeûne, saluée par les autorités religieuses au haut niveau de cette communauté. C'est une initiative qui est salutaire. Je prie le Tout-Seigneur de leur guider pour pouvoir aider leurs prochains pour le Ramadan. Tout acte bien posé dans ce mois-ci, ça aura de grandes récompenses, sincèrement, devant le Dieu. C'est très important. MTN Bénin annonce vouloir étendre cette action de générosité et de solidarité à toutes les communautés musulmanes du pays d'ici à la fin du Ramadan. Exit donc pour les deux finalistes béninois à la compétition Voice Afrique francophone. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, la finale du concours de musique The Voice Afrique francophone a tenu toutes ses promesses, sauf pour les candidats béninois. Bien naturellement, l'issue de la soirée féerique pendant laquelle les notes vocales ont virevolté dans l'antre du Sofitel Hôtel Ivoire, la Burkinabé Lady Shine a remporté la victoire face à Fogan et face aux deux finalistes béninois, Giovanni et Karinan Sen, et ceci grâce au vote du public. Mais les Béninois ont carrément une toute autre lecture de ce podium. Ils se sont confiés à Marcela Rossi qui nous les fait entendre. Le premier élément qui a été contre les candidats béninois, c'est le principe du voting exclusif du public. Et je me suis sur les plateformes, les réseaux sociaux, insurgé contre ce fait parce que une compétition aussi sérieuse, une compétition de musique aussi techniquement relevée ne peut pas se baser que sur le voting du public. Ça dessert énormément les réels talents qui arrivent donc en demi-finale ou en finale de la compétition. C'était prévisible. C'était prévisible. Moi, quand je le dis, à chaque fois, on me jette la pierre. Donc c'était prévisible parce que, à The Voice, c'est pas... À mon humble avis, ce ne sont pas les talents qui sont remerciés, ce sont les groupes d'amis. Il faut aussi dire que les producteurs de ces événements ont des critères qui ne sont pas forcément dévoilés. Quand ils viennent en Afrique, ils veulent de l'originalité, de l'authenticité et souvent on ne s'en rend pas compte. On pense que c'est la justesse de la voix, c'est certains critères qui sont valables en Europe. Celle qui a gagné, c'était évident parce qu'elle a une double nationalité. Elle est burkinabé et puis résident en Côte d'Ivoire depuis bien d'années. Donc elle a le Burkina Faso où les votes ont été rendus gratuits. Et puis en Côte d'Ivoire, elle avait également tout le peuple ivoirien derrière. Côte d'Ivoire où la compétition a été organisée. Je dirais pas que telle personne était le meilleur. Il y avait beaucoup de talents. Il y avait la Rwandaise, il y avait Kessie, il y avait Mathilde Toussaint, il y avait Giovanni. C'était des talents. Je pense que ces quatre-là auraient fait une belle finale. Si il n'y avait pas des intérêts d'amis, des groupes d'amis qui préféraient telle personne qu'à la faveur de telle personne. Si nous allons tenir compte de la prestation de chacun des candidats, selon moi, je peux toutefois dire que c'est Giovanni qui est le gagnant. Comme je dis, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Pour moi, j'avais un penchant pour la fille. Après des compétitions comme The Voice, ça nous permet de nous rassembler pour nous rendre compte qu'en fait on a des talents. Mais bon, après, comment est-ce que ces talents sont remerciés? Ça, c'est le public qu'il faut rééduquer.
à être eux-mêmes. Parce que quand on est soi-même, on est capable de voir aussi le talent que l'autre a. Je pense que le Bénin est sorti gagnant de cette compétition parce qu'on a eu le plus grand nombre de finalistes. C'est une grosse réussite pour le Bénin et c'est sur ça qu'on devrait se concentrer pour pouvoir aider nos finalistes à sortir du lot l'année prochaine et à revenir comme des artistes confirmés. Partie remise, peut-être. Penchons-nous à présent sur cette expérimentation de langue nationale dans les usages scolaires. Le Yoruba à l'école, et cela dès le bas âge. L'association Isokan est à l'origine de ce projet actuellement en expérimentation dans plusieurs écoles du Bénin en partenariat avec l'UNESCO. L'association Isokan est allée évaluer l'enseignement du Yoruba dans un établissement scolaire à Pobé. Brice Humbo, Guillaume Avienou nous y emmène. Une situation de classe exclusivement en langue Yoruba à Pobé. L'enseignant apprend divers jeux aux apprenants de la maternelle au cours moyen deuxième année. Les enfants s'entraînent aussi à identifier et à désigner des objets de couleurs différentes. On voit que les enfants sont contents et ça nous donne courage pour continuer. En dehors des classes, ils sont bien roulés en Yoruba. L'introduction de la langue Yoruba dans le système éducatif formel à partir de l'enseignement de base au Bénin est une initiative de l'association Ishokan appuyée par l'UNESCO. 10 écoles privées pilotes à travers le pays servent à son expérimentation, dont un établissement scolaire privé à Pobé. Même s'ils estiment que l'enseignant a quelques lacunes pédagogiques à combler, les observateurs de la commission béninoise de l'UNESCO semblent satisfaits de cette situation de classe. Pour un début, ce que j'ai vu, c'est bien. L'enseignant a fait son mieux pour expliquer les choses et les enfants sont dégourdis. Les enfants sont dégourdis, ils comprennent aisément ce que l'enseignant leur a appris à cette classe. Pour le moment, l'initiative de l'association Ishokan, qui a vu le jour 3 ans plus tôt, poursuit son chemin avec un engagement financier d'1 an, renouvelable peut-être une fois de l'UNESCO. L'organisation nourrit de grandes ambitions et reste favorable au soutien de bonne volonté. Le premier objectif, c'est tout faire pour faire parler, écrire, lire le Yoruba autour de nous, aux enfants, aux adultes aussi, parce que de moins en moins, on en parle. Il y a bien sûr d'autres objectifs, les cultures dans les palais, la liaison avec nos origines au Nigeria, tout ça existe. À terme, l'association Ishokan souhaiterait voir la généralisation de l'usage du Yoruba dans les établissements publics du pays. Cap à présent sur le web pour notre traditionnel tour des réseaux sociaux. Cette semaine, l'image d'un certain type de gari, aliment du cru béninois issu de la transformation du manioc, considéré à tort comme venu de la Chine. La rumeur a agité la toile béninoise. Toujours au plan local, l'apparition d'un acte de reconnaissance de paternité a également divisé les internautes. Maurice Tantan et Fawaz Olaonikpekou ont écumé la toile pour nous. Le gari local serait-il en danger, menacé par un gari made in China? La question a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile ces derniers jours. Tout est parti de cette image diffusée sur les réseaux sociaux. Ici, le gari tient dans un sac de couleur rouge frappé de la marque TSR Asia's Finest Foods. Objet de curiosité pour certains, sujet d'indignation pour d'autres, chacun y est allé de son commentaire. Complot, menace sur les producteurs locaux, colonisation alimentaire, les mots sont durs sur la toile béninoise pour dénoncer l'arrivée de ce supposé ennemi. Mais la réalité est plus nuancée car il s'agit d'une fausse alerte. Les vérifications ayant démontré que le produit n'est pas chinois. Il n'est pas non plus sur le territoire béninois pour l'instant. Le gari de TSR est plutôt produit au Ghana par la filiale locale de la marque qui est celle d'une société indienne basée en Grande-Bretagne.
Côté distribution, ce gari indien, déjà décrié au Nigeria en 2017, se vend sur Internet aux côtés de produits similaires. Conclusion, l'heure de la guerre des garis n'a pas encore sonné au Bénin. Autre sujet, autre polémique, l'obligation pour tout futur papa de reconnaître la paternité du futur bébé déjà à l'étape de la grossesse. Le test, pourtant ancien, a divisé les internautes sur le web cette semaine. Il y va de l'intérêt des femmes, approuve une internaute qui se réclame féministe. Quand on sait, écrit-elle, que des milliers de femmes élèvent seules des enfants qui portent le nom d'un père qui n'en veut pas, je ne vois pas où est le mal. Attribuer de force le nom d'un homme à un enfant ne l'a jamais rendu responsable sous nos cieux. Très critique envers la loi qui date de 2015, un internaute la qualifie de réforme des sans-pères. Il s'interroge, à quoi bon engager le pays sur cette dynamique, certes moderne, si ce n'est pas pour aider les mères seules dans les foyers. Actualité internationale. Israël rend hommage aux 45 victimes d'une bousculade meurtrière samedi soir. La police belge intervient et disperse des milliers de personnes venues participer à une fête dans un parc à Bruxelles, malgré l'interdiction. Et le vaisseau SpaceX revient sur Terre avec 4 astronautes après leur mission de plus de 160 jours dans l'espace. Fifame Salomé Atadeji pour la compilation de l'information internationale. Les funérailles en Israël des victimes d'une bousculade ayant endeuillé un pèlerinage juif orthodoxe ont repris samedi soir, près de 48 heures après le drame. Cette bousculade est l'une des plus tragiques de l'histoire du pays. La plupart des 45 victimes étaient des juifs ultra-orthodoxes qui participaient jeudi soir au Mont Méron, à un des plus grands rassemblements organisés dans le pays depuis la pandémie de Covid-19. Des funérailles se tenaient en soirée à la fin du sabbat, jour de repos hebdomadaire des Juifs, notamment à Jérusalem. Les premiers enterrements ont eu lieu vendredi, quelques heures seulement après la catastrophe qui a également fait 120 blessés, selon un dernier bilan des victimes parmi lesquels figurent des enfants. La police belge est intervenue en force samedi en fin d'après-midi pour disperser plusieurs milliers de personnes venues faire la fête dans un parc à Bruxelles, malgré l'interdiction des autorités. Une vingtaine de fourgons de la police et de plusieurs camions équipés de canons à eau avaient été acheminés au bord de la pelouse où la foule était rassemblée. Et là, nous, tous les jeunes, on en a marre d'être en confinement. Les jeunes de 16, de 15 à 25, 30 ans, ils ont envie de profiter de leur jeunesse. Et on est là, on doit rester chez nous. Je pense qu'il y a plus de morts de suicides parce qu'on est tout seul chez nous que de morts de coronavirus. C'est vrai que c'est embêtant et emmerdant toutes les mesures qui sont mises. Après, c'est enlevé le 8 mai, mais c'est vraiment long, quoi. Nous, on a envie de vivre, on a envie de s'amuser. Les tirs d'eau ont accompagné l'avancée des policiers en équipement anti-émeute. Beaucoup de participants ont alors obtempéré et sont partis, mais des groupes sont restés. Des fumigènes ont été tirés. Un des journalistes de l'AFP aurait été touché à la poitrine par un projectile. Le vaisseau SpaceX ramène sur Terre 4 astronautes de la Station spatiale internationale ISS tôt dimanche matin au large de la Floride dans le sud-est des États-Unis, selon une retransmission en direct de la NASA. Des embarcations ont été déployées afin de récupérer la capsule et les astronautes après leur mission de plus de 160 jours dans l'espace. L'équipage, composé de 3 Américains et un Japonais, a dit être en bonne santé selon l'agence spatiale américaine. La capsule a améri en pleine nuit dans le golfe du Mexique après un vol de 6h30 dans la Station spatiale internationale. 7 astronautes sont encore à bord de la Station spatiale internationale. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps.
Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Livraison de l'actualité de 20h sur la télévision nationale, point final. Mais si vous venez de nous rejoindre, vous pouvez toujours suivre l'intégralité du journal sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci également de garder vos positions d'écoute pour nous rejoindre à 21h sur un décryptage de l'entretien accordé par le chef de l'État béninois Patrice Talon à France 24 et à RFI. C'est avec 3 confrères béninois. Bonsoir chez vous.